Et on est toujours en direct en public de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu pour accueillir Rachel Linossier, maîtresse de conférence à l'Institut d'urbanisme de Lyon et au laboratoire Triangle pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Rachel Linossier. Bonjour. Alors Rachel Linossier, vous avez publié le chapitre de la ville industrielle à la métropole fabricante, l'aménagement urbain des activités productives dans l'ouvrage Lyon Métropole en mouvement, et vous avez également participé au rapport du PUCA posant la question Lyon Métropole fabricante de demain. Eh bien, Lyon est historiquement une ville d'industrie, portée par ses voies navigables notamment, et quand les villes industrielles moyennes ont subi de plein fouet une forme assez forte de désindustrialisation, les métropoles ont saisi le tournant, elles, de la tertiarisation. Mais voilà qu'à présent, alors même si ça fait un petit moment déjà, on se met à reparler de métropoles fabricantes. Et dans ce contexte volontariste de réindustrialisation du territoire, est-ce que parler de métropole fabricante, ce n'est pas appliquer, encore une fois, les imaginaires de la métropolisation à l'enjeu industriel, quitte à délaisser des territoires périphériques et faire la part belle à des grands centres urbains tels que Lyon ? Alors, dans le cas de Lyon, justement, le recours au vocabulaire fabricant s'inscrit aussi dans une forme de retour aux sources. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a voulu l'interpréter, dans le sens que Lyon a été historiquement un des berceaux de l'industrie en France et en Europe, à travers son modèle de la fabrique de la soie. Fabrique finalement résolument urbaine, qui était insérée, en tout cas dans certaines de ses composantes, dans le tissu urbain. Après, à partir du moment où effectivement ce vocabulaire s'inscrit dans une stratégie de développement économique, de fait, puisqu'il s'agit d'une métropole, cette couleur ou axe fabricant est mis au service d'une ambition métropolitaine. Alors, ce qu'on a voulu d'ailleurs regarder, c'est dans quelle mesure la métropole construisait, se rebâtissait une identité et un tissu fabricant en son sein, mais aussi en s'appuyant en partie sur des territoires extérieurs, sur ses voisins notamment. Et j'imagine que c'est ce qui a privilégié donc cette entrée métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes échelles qui sont prises en compte et que vous prenez en compte dans vos rapports ? Alors, la première chose, c'est que nous, on part aussi de qui agit, qui énonce une stratégie de métropole fabricante. Et en l'occurrence, c'est la métropole de Lyon. Enfin, c'est même avant la métropole, puisque c'est concomitant, en fait, de la création de la métropole de Lyon comme nouvelle collectivité territoriale. Mais c'est donc le niveau intercommunal. C'est au-dessus du niveau des communes. Ce n'est pas seulement la ville de Lyon qui s'est lancée dans cette aventure. C'est bien le niveau de la métropole de Lyon, c'est-à-dire cette communauté, collectivité aujourd'hui de 59 communes qui a une compétence en matière de développement économique. Donc voilà, nous, notre point de départ, c'est de regarder qui agit, qui énonce la politique et qui met en œuvre aussi une partie des outils, des actions pour soutenir ce projet. Et puis, dernier élément quand même, mais qui n'est pas accessoire, qui est tout à fait concret, c'est que la métropole a cofinancé la recherche à laquelle vous faisiez référence. Voilà. Et on parle ici d'activités fabricantes. Il me semble dans le rapport que vous avez écrit, qu'Emeline Baume, qui est une des vice-présidentes de la métropole, parle plutôt d'activités productives. Alors, quels sont les enjeux sémantiques qui se cachent derrière tout ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, ils sont de différents ordres, je dirais, les enjeux. Il y a effectivement la volonté. Alors, si je reprends ce que nous a expliqué Emeline Baume, qui est donc vice-présidente au développement économique, j'ai peur de ne pas formuler correctement ces prérogatives, mais voilà, c'est de cet ordre-là. C'était la volonté de ne pas... finalement, elle pensait que le vocabulaire fabricant qui avait été choisi concrètement par l'exécutif précédent, donc sous la mandature de Gérard Collomb, lui semblait un peu réducteur. Et que du coup, derrière le vocable productif permettait d'englober de façon plus large finalement à la fois différents secteurs d'activité et puis... ne pas donner l'impression à travers le vocabulaire fabricant qu'on s'intéresserait qu'aux petites entreprises. Il y a quand même des enjeux aussi dans la métropole de Lyon avec ce qu'on appelle des grands comptes.
au niveau économique, c'est-à-dire des très grands groupes industriels, Renault Trucks, ou des différents groupes du secteur de la chimie, pour ne garder que ces 2 exemples. Donc voilà, je crois me souvenir que c'était, je dirais, une question de réappropriation politique de cette stratégie qui avait été énoncée par l'exécutif précédent, et puis une volonté, là aussi, finalement de parler à un plus grand, un spectre plus large, en fait, d'activités économiques. Alors, si on a sorti les usines des villes, c'est aussi pour des questions de désagrément, pour ne plus subir ces externalités, qu'elles soient chimiques ou atmosphériques, mais également sonores et visuelles. Pourquoi est-ce que maintenant est-ce qu'on peut réinsérer cette industrie dans la ville sans retrouver en fait ces désagréments-là? Alors, première chose, c'est aussi prendre la mesure du fait que l'industrie ou les activités de production, de fabrication, de transformation, etc., ne s'inscrivent pas seulement sous la forme d'usines. On est finalement sur des présupposés, des représentations qui sont quand même héritées aussi du XXe siècle ou de la fin du XIXe, et qui avaient cette vision. Donc je pense que derrière d'ailleurs la notion de fabrique et de fabricant, il y avait aussi justement réactivé ce modèle qui est typiquement lyonnais, qui était des activités de production, de fabrication, réalisées dans des petits ateliers disséminés dans l'espace urbain, voire pour le travail à façon des canuts au domicile. Bon, alors avec des modèles économiques qu'on peut remettre en question par ailleurs, mais voilà, c'était ça. Donc aujourd'hui, la question, elle est, est-ce qu'on peut maintenir, redévelopper des activités de production, de fabrication, de transformation dans l'espace urbain ? Oui, parce que c'est pas forcément des formats d'usines ou de méga factory comme on entend aussi, dont on entend beaucoup parler. Il y a d'ailleurs une méga factory qui est en train de s'implanter dans la vallée de la chimie. Et puis les procédés de fabrication, de transformation ont aussi évolué. C'est-à-dire qu'on est on a dépassé dans certains domaines des activités de fabrication et de production le modèle de l'usine et le modèle de la fabrication qui va polluer, faire du bruit, émettre forcément des rejets néfastes, polluer l'eau, etc. Bon, pour autant, tout n'est pas rose ou vert, je dirais. Et la dernière chose, c'est aussi finalement ce que commence à porter d'ailleurs le gouvernement au niveau national, mais ce qui a été tout de suite ce qui a été annoncé par l'exécutif vert à Lyon, c'est de mettre l'industrie et les activités productives de fabrication, etc., au service de la transition, précisément. D'accord. Dans une idée, finalement, que les fabrications, les productions de demain, ou d'aujourd'hui déjà, se pensent sur d'autres modèles, et notamment autour de l'économie circulaire, du réemploi, etc. Et justement, si on s'intéresse à ces imaginaires de métropole fabricante portés par la métropole de Lyon, vous nous expliquiez, il y a une forme de réinvestissement d'un imaginaire ancien, ces fabriques, ces canuts, etc. Aujourd'hui, quelles sont les trajectoires qui sont dessinées finalement, qu'est-ce qu'on veut fabriquer? On fabrique quoi et pour qui dans l'imaginaire métropolitain lyonnais? Alors, ce qui est un peu complexe pour répondre à cette question, c'est que précisément le modèle industriel lyonnais, il est dès l'origine, on va dire, multiple, plurisectoriel, on dirait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à d'autres villes ou d'autres grandes villes, Lyon n'est pas marqué par une seule spécialité industrielle. Il y a au moins, dès l'origine, le textile, la mécanique, métallurgie et la chimie, avec toutes les bifurcations, tous les dérivés que ça a pu engendrer. Voilà, donc par rapport à ça, il y a finalement une stratégie qui se décline de façon multiple, depuis les plus gros, justement, et comment notamment l'industrie chimique opère une transition, se transforme et continue quand même malgré tout à être un moteur de l'économie locale, mais nationale, voire européenne. Et puis le soutien, si je prends les deux extrêmes, et le soutien affirmé via notamment un accent mis sur l'économie sociale et solidaire, en tout cas la volonté de soutenir tout ce qui émerge des petites structures dont
plutôt autour de ce que j'évoquais juste avant, l'économie du réemploi, du recyclage, de l'activation de ressources locales. Voilà. Et à vous entendre, j'ai l'impression aussi qu'on passe quand même d'un discours à l'autre, c'est-à-dire que lors du premier mandat, le terme de métropole fabricante correspondait peut-être davantage à une forme de marketing territorial. Est-ce que c'était le cas ou pas? Je vous vois opiner du chef, mais est-ce qu'aujourd'hui l'approche est différente avec les écologistes, et surtout comment est-ce qu'on met ça en place? Parce que vous le dites, on va chercher des activités de l'ESS, mais j'ai également l'impression qu'on va chercher d'autres formes d'activités qui sont comprises dans les activités productives, telles que la R&D. Comment est-ce qu'on englobe tout ça dans cette politique-là? Alors, il faut avoir à l'esprit que, comme je le disais il y a quelques minutes, Lyon est une ville industrielle. Et que même si, je dirais, il y a eu au cours de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, on va dire, un accent très fort mis sur la tertiarisation, sur une sorte d'oubli, un peu que tout ça reposait notamment à Lyon quand même sur un socle industriel très, très fort et très présent. Donc, quelque part, le virage qui est donné à partir de 2016 en réaffirmant, en reformulant finalement le plan de développement économique autour de ce projet fabricant, c'est une manière aussi de remettre un peu au centre du jeu des acteurs industriels qui étaient déjà présents, qui étaient toujours là, qui à l'origine sont quand même des acteurs importants des stratégies de développement économique à Lyon, et finalement qui avaient effectivement un peu disparu, on pourrait dire, derrière leur partie justement plus tertiaire, fonction métropolitaine autour de la recherche, de l'innovation, des fonctions de gestion aussi, hein, et on est au cœur du quartier de la Part-Dieu. Voilà, peut-être que finalement il y avait une espèce de partie émergée de l'iceberg qui était plus visible, plus mise en avant en fait. Mais tout ça reposait sur ce que des économistes appellent la base économique du territoire. Et cette base économique, finalement, elle a été remise, on va dire, en avant à l'occasion de ce plan de développement sous l'angle fabricant. Alors, bien sûr qu'il y a toujours une composante marketing. Mais c'est, je dirais, peut-être par rapport à d'autres territoires aujourd'hui qui se cherchent ou s'inventent une identité industrielle ou productive, Lyon a toujours eu ce socle. Il était juste peut-être un peu recouvert par d'autres enjeux, d'autres impératifs tertiaires, métropolitains. Et ça pose justement la question de savoir si est-ce qu'actuellement on essaye de maintenir cette activité industrielle ou est-ce qu'on essaye encore de la développer, et du coup ça pose la question de la dynamique. Est-ce qu'on est plutôt sur une dynamique de désindustrialisation toujours, ou est-ce qu'il y a plutôt des activités qui s'implantent sur le territoire? Les deux. En fait, il y a à la fois l'enjeu du maintien de ce qui existe, de l'accompagnement dans la transformation aussi, et l'enjeu du développement. C'est-à-dire à la fois continuer, alors là on est un peu sur justement ce côté très marketing d'attirer, de continuer à faire venir des investisseurs industriels, mais surtout d'accompagner l'émergence de nouvelles entreprises, de nouvelles filières autour de celles qu'on évoquait, liées à la transition, à la décarbonation et à des économies plus circulaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les chiffres, on a plutôt une tendance à la perte d'industrie ou au fait de gagner de l'industrie sur le territoire lyonnais? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas allée vérifier les stats récentes, mais sur Lyon, on est plutôt sur une situation de stabilité en termes de désindustrialisation. Et alors là, c'est toujours pareil, c'est un peu aussi l'histoire des vases communicants et d'augmentation des emplois, ou en tout cas des emplois, parce que c'est plutôt par ce biais-là d'ailleurs qu'on fait les comptes, dans ces nouvelles filières liées à la transition, pour les désigner de façon un peu globale. Et vous nous parliez tout à l'heure de cette stratégie double, à la fois de maintenir et de développer ces activités fabricantes. Quels sont les outils concrets que peut utiliser une métropole comme celle de Lyon pour favoriser l'implantation et l'essor de ces activités industrielles?
Alors, il y a différents outils. Il y a des outils financiers, alors qui sont très encadrés et qui, grosso modo, s'inscrivent dans les plans de relance et plans 2030, etc., portés par l'État, où là, le territoire, d'ailleurs en association avec Saint-Étienne Métropole, a obtenu une labellisation qui permet d'activer quand même des fonds, et un fonds de soutien à l'industrie a été mis en place. Il y a des démarches aussi d'animation, je dirais de mise en relation, d'accompagnement de la vie économique. Et puis, alors moi, c'est surtout ça que j'ai regardé avec ma collègue Patricia Lejoux. Il y a tout ce qui relève de l'urbanisme et de l'aménagement, c'est-à-dire créer ou assurer, en tout cas, les conditions d'implantation, puisque c'est bien beau de se dire fabricant ou d'avoir la volonté de réindustrialiser. Et je dirais que ce n'est pas le seul problème de la métropole de Lyon. C'est un problème national, hein, surtout qu'on est dans un contexte où il faut aussi arrêter de consommer du foncier et d'arrêter finalement l'urbanisation. Donc le modèle des zones d'activité tel qu'on, jusqu'à présent, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Ça s'est aussi réinterrogé. Donc les outils, ils sont principalement en fait des outils d'urbanisme, de stratégie foncière, d'acquisition de foncier, de droit du sol. Donc là, on rentre un peu dans des aspects techniques. Et puis d'accompagnement, voire de production directement par la collectivité de surface foncière et immobilière pour accueillir ces activités. Et j'imagine qu'à l'échelle de la métropole, il y a différentes problématiques. Enfin, les problématiques ne se posent pas du tout de la même, c'est très compliqué en phrase, dans le même sens, quoi. Vous m'avez compris. Et pour revenir sur l'exemple un peu plus lié au centre-ville, je pense à des quartiers comme Vèze, comme Gerland, qui étaient quand même des faubourgs avec une forte activité industrielle et qui, assez récemment, mine de rien, ont pris ce tournant de la résidentialisation. Comment est-ce qu'on crée réellement une forme de politique de métropole fabricante sur ces territoires-là qui étaient des hauts lieux de la fabrication et de la production industrielle ? Si je dois être un peu directe, sur ces territoires-là, le mal a été fait, en fait. Et que du coup, ce qui peut se produire aujourd'hui, c'est précisément sauvegarder ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire les terrains, les fonciers et les bâtiments qui sont aujourd'hui protégés par le droit du sol pour des fonctions économiques et notamment productives, vont le rester. Pour le reste, c'est avec des outils un peu techniques, se saisir du moment où tel ou tel îlot, tel ou tel ensemble de parcelles va muter, obliger en fait les constructeurs à prévoir des surfaces pour accueillir les activités. Et du coup, c'est un travail très ponctuel. Enfin, on ne reverra jamais réapparaître. En tout cas, pas dans les décennies là qui viennent, ou alors il y a encore des choix et des engagements publics très forts qu'il faudrait réaliser et qui ne seront pas faits. C'est-à-dire qu'il faudrait racheter là, du foncier. Et simplement, dans le rapport, vous parliez de rez-de-chaussée fabricants. Est-ce que ce ne serait pas cette optique-là qui serait choisie dans ces zones, sachant qu'il y a un nombre de rez-de-chaussée vacants assez conséquent dans ces nouveaux quartiers, du fait de loyers beaucoup trop élevés? Mais comment est-ce qu'on aménage ces nouveaux espaces ? Oui, alors il y a notamment la question des rez-de-chaussée fabricants. Ce qu'on a pu observer, c'est que c'est plutôt des rez-de-chaussée nouvellement produits qui vont être éventuellement dédiés aux activités productives. La grande difficulté, en fait, pour les activités de production, de fabrication, c'est qu'elles sont moins rentables au niveau immobilier que certaines fonctions tertiaires de services, donc certaines formes de commerce, des agences bancaires ou autres, pour ce qui est des locaux commerciaux qui existent déjà dans les rez-de-chaussée d'immeubles. Et l'autre concurrent, en fait, très fort de la fonction productive, c'est l'habitat. Et que notamment dans ces secteurs que vous évoquez, Vèze, Gerland ou pas mal de secteurs aussi de Villeurbanne, y compris sur les rez-de-chaussée commerciaux, il y a une pression aujourd'hui à ce qu'on appelle le changement de destination. C'est-à-dire de transformer des locaux qui sont des locaux à vocation économique en locaux d'habitation. Donc, il y a des protections, il y a notamment des protections qui existent pour protéger les linéaires commerciaux. Ils n'existent pas encore, donc il y a encore une marge de manœuvre, je dirais, en matière d'outils de droit de l'urbanisme pour créer des linéaires productifs. Alors peut-être qu'on verra apparaître ça
dans les années qui viennent dans les documents qui fixent le droit du sol, les plans locaux d'urbanisme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est, je dirais, une stratégie alors, sauf qui peut, c'est un petit peu fort, mais en tout cas d'opportunisme et d'essayer sur certains îlots, sur certaines... sur certains bâtiments, de trouver des montages, soit en accord, en partenariat avec les propriétaires privés, soit, quand la collectivité le peut, par acquisition publique. Puisqu'une fois que la collectivité maîtrise les bâtiments et le sol, il est beaucoup plus facile de décider ce qui va s'implanter. Sinon, c'est le marché qui choisit ce qui s'implante. Tout ça sous l'encadrement du droit du sol, mais qui finalement a peu de pouvoir de coercition, on va dire, aujourd'hui en la matière. On est ici sur Radio Anthropocène, vous le savez, on se penche de façon assez monomaniaque sur la question écologique, et je voulais à ce titre vous demander, on le voit, il y a une politique volontariste de la part de la métropole sur cet enjeu de réindustrialisation, de métropole fabricante. Est-ce que les mesures prises, d'une part, sont suffisantes, et dans quelle mesure on peut concilier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux dans l'élaboration d'une politique industrielle à l'échelle métropolitaine ? Alors, la notion de suffisante, ça dépend pour atteindre quels objectifs. Je pense que sur les 3 entrées qui sont arrivées à vraiment réindustrialiser, non, aujourd'hui, il y a des efforts de fait, il y a quand même des réalisations. On est quand même aujourd'hui en gros autour de 13% des emplois qui relèvent du secteur productif dans l'économie de la métropole de Lyon. Donc ça reste quand même finalement pas grand-chose. Sur les objectifs de protection de l'environnement, là aussi, je dirais ça dépasse d'ailleurs la seule capacité de la métropole. Il y a aujourd'hui des règles, des normes qui s'appliquent et qui font que les entreprises ont quand même vocation à être finalement les moins nuisantes possibles. Et nous, ce qu'on a pu observer, alors on n'a pas fait une enquête non plus exhaustive, on n'a pas rencontré toutes les entreprises productives de la métropole de Lyon, mais celles qu'on a pu rencontrer, des petites, des grosses, des anciennes, des toutes jeunes, il y a quand même une prise de conscience, voire une volonté de faire au mieux, qu'il faut quand même rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'action publique, et que de ce point de vue-là, tout le monde est quand même à peu près en phase. Je crois que les industriels, les premiers, ils ont compris que de toute façon, pour certains, ceux qui fabriquent des voitures ou des moteurs de camions, pour ce qui est de Renault Trucks, ils ont tout à fait compris quel était leur intérêt et qu'ils sont déjà, eux, sur des modèles... Alors bon, ça reste des camions, mais avec des moteurs électriques. Et alors le troisième... Quel était le troisième Environnemental, social. Social. Alors oui, quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Alors celui-ci, ce qui est là aussi, alors c'est une réponse qui ne sera peut-être pas très satisfaisante, mais je dirais aujourd'hui la difficulté, nous ce qu'on peut observer en tant que chercheurs, c'est que la métropole et la métropole de Lyon, mais d'autres, je dirais, elle est représentative finalement d'un problème général des collectivités, voire de l'action publique à tous les niveaux d'ailleurs en France. C'est une grande difficulté encore aujourd'hui à croiser les champs. Et que la question sociale, alors je l'évoquais quand même, il y a quand même des choses qui bougent puisque l'exécutif actuel a beaucoup plus intégré dans sa logique, dans sa stratégie d'action, le champ de l'économie sociale et solidaire, et de fait va finalement intégrer toute une partie des acteurs qui sont les acteurs donc de l'insertion par l'activité économique. Voilà, donc on va retoucher au social un peu sur ces aspects-là. Après, il y a les politiques RSE aussi des entreprises qui, je pense, sont aussi plus ou moins mobilisées. Là, c'est très difficile de faire des généralités. Donc, la difficulté par rapport à ça aussi, peut-être pour conclure sur ces aspects, c'est que il faut aussi, on est aussi dans un modèle d'action collective où finalement l'action publique ne peut pas tout en la matière. Et que finalement, il y a des grands principes, il y a des grandes volontés, des objectifs. Après, ça repose aussi sur les comportements individuels et des entreprises en l'occurrence.
Eh bien, merci beaucoup Rachel Linossier. Alors, pour conclure cet entretien, je vous propose d'inaugurer notre nouvelle rubrique, le questionnaire Anthropocène. Et pour ça, j'accueille Lou Herman qui va vous passer au crible de ces terribles questions. Bonjour Lou. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Rachel Linossier. Bonjour Lou Herman. Donc on va tester un nouveau format avec vous aujourd'hui. Alors c'est une version librement revisitée et raccourcie du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. C'est le questionnaire Anthropocène. On n'a pas encore de jingle, mais je peux le faire. Première question. Donc je pose la question. Vous répondez et puis on passe à la question d'après. Il y a 5 questions. J'espère que ça vous inspirera. Première question. De quoi avez-vous peur aujourd'hui ? C'est pas facile de répondre à une question comme ça. De l'inconnu quand même, je pense. Donc du futur un petit peu. Voilà. Dans quel paysage vous vous sentez le mieux ? Alors ça dépend de l'humeur, mais ça oscillerait entre un paysage, on va dire, maritime, océanique, de bord d'océan, et un paysage de campagne. Et vous travaillez à l'Institut d'urbanisme de Lyon, c'est ça ? Tout à fait, mais j'ai une vie en dehors de mon travail. Troisième question. Parmi toutes les menaces à l'œuvre, environnementale, sociale, politique, économique, quelle est celle qui vous touche le plus ? Je dirais la menace plutôt géopolitique. Alors qui me touche, non, elle me touche pas, mais en tout cas par rapport à la première question, elle est effrayante et parce qu'on voit aussi ces dernières années dans quelle mesure elle impacte finalement nos modes de vie. Et j'ai à l'esprit les effets qui ont fait d'ailleurs prendre conscience qu'il fallait réindustrialiser. Alors, je laisse le Covid de côté, mais notamment de la guerre en Ukraine ou d'autres conflits. Donc je trouve que les menaces, finalement, moi, j'ai plus peur de la dimension politique, un peu, et de ce que ça peut impliquer, avoir comme conséquence sur nos sociétés et nos conforts de vie. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ? La jeunesse. Alors, même si je me considère encore un petit peu proche, en voie d'exclusion de cette catégorie de population, mais justement pour être au contact quand même quotidiennement avec les étudiants et les étudiantes, je trouve ça assez encourageant, la manière dont ils justement expriment le fait qu'il faut changer les modèles de pensée, la ville, le développement. Donc j'ai plutôt ce qui me donne de l'espoir, et c'est la jeunesse. Ouais. Et la dernière question, on arrive au bout. Que seriez-vous prête à abandonner ou à changer dans votre pratique professionnelle ? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais changer ou abandonner ? Les réunions à n'en plus finir et à un rythme effréné. Merci beaucoup Rachel Linossier. De rien, merci à vous. Merci beaucoup Lou, merci beaucoup Rachel Linossier pour avoir accepté cet entretien sur Radio Anthropocène. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut d'urbanisme de Lyon et au laboratoire Triangle, que vous avez publié le chapitre de la ville industrielle à la métropole fabricante, l'aménagement urbain des activités productives dans l'ouvrage Lyon Métropole en mouvement en 2023, et que vous avez participé au rapport du PUCA posant la question Lyon Métropole fabricante de demain. Un grand merci et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci, au revoir. Nous, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la chronique des énergies.